Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Avez-vous senti comme un vent de panique aujourd'hui? Ah, ça nous montre à quel point on est dépendant de ces bébelles-là. Là. Cette bébelle-ci, cette bébelle-là. Hey, Facebook méta, là, okay, mais on était en méta-panique. On va en parler avec Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie. C'est quand il y a une panne d'électricité, c'est là qu'on se rend compte à quel point on est dépendant. Quand il y a une panne que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, à chaque fois, on se rend compte à quel point on est en train de se shooter vraiment la intraveineuse de médias sociaux. C'est fou. Ben, c'est exactement pour ça que je voulais venir t'en parler aujourd'hui, parce que moi, contrairement à la plupart des gens qui ressentent, quoique je mens, parce que je le sens quand même un petit peu, là, la première 10 minutes, je la sens la panique, mais après, moi, je sens plutôt un vent de vie. À ce point-là. Parce que pour moi, quand il y a une panne comme ça, puis là, je pense que c'est rétabli, heureusement, entre guillemets. Oui. Moi, pour moi, c'est une conspiration de la vie contre l'engourdissement. Contre l'hypnose, ça. contre la mort sociale, finalement. Ben oui. Parce qu'en plus, là, on est dans une semaine de relâche, puis j'ai eu une pensée pour ces enfants-là tantôt, puis je me disais, ils étaient devant leur écran, probablement qu'ils disaient à leurs parents qu'ils s'en allaient dehors bientôt, et là, à un moment donné, la nécessité d'aller dehors est arrivée. Il faisait beau aujourd'hui. Ben oui. Il fait encore beau en ce moment. Ben 14! Ben oui. Sortez! On s'en fout que Meta soit en méta-panique, là. Je veux dire, aller voir dehors, il fait 14. On a comme oublié c'est quoi la vie. C'est très drôle. Ça quitte, ça disparaît pendant 1 heure, 2 heures. On peut plus s'écrire sur Messenger. Là, on dit, est-ce que j'ai le numéro, moi, de Sophie, si je dois lui envoyer mon sujet tantôt? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi on est mal pris comme ça? Mais tu sais quoi? Tu l'as pas, mon numéro de téléphone? Ben oui, Rémi, parce que toi et moi, on communique tout le temps par Messenger. Et c'est là qu'on se rend compte aussi à quel point, tu as tout à fait raison, et à quel point notre communication est devenue dépersonnalisée. Parce que, bon, mettons que je vois quelque chose, des fois, puis ça arrive régulièrement, je vois un truc passer dans l'actualité en milieu culturel, en rapport avec la poésie ou peu importe. Là, je t'envoie un petit message. Mais imagine, c'est pas la même chose que si je prends mon téléphone et que je t'appelle. Ben oui. Ou que je te dis, tiens, Rémi, on va aller prendre un café, puis on va jaser ça. J'aimerais ça parler de poésie avec toi. Je prends jamais le temps de le faire. Mais c'est tout ce que je veux dire, ça va être triste. Oui. Si tu m'appelais, je trouverais ça suspect. Non, mais c'est vrai. Je répondrais, puis je dirais, oh, m'entends. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je vais sortir de la pièce parce que là, Sophie m'appelle, c'est sûr que c'est grave. Ben oui. Parce qu'elle m'écrit en temps normal. Mais c'est pas normal, ça. Mais c'est pas normal. Mais tu réalises à quel point c'est pas normal? C'est pas normal qu'une communication normale semble anormale. Oui, soit suspecte, exactement. C'est le nouveau normal. Si je te dis, on va aller prendre un café pour parler, tu vas me dire, oh là là, il veut m'annoncer quelque chose. Il va m'annoncer que, je sais pas, il veut plus faire mon émission. Ou je vais en parler avec Richard d'abord. Ouais, oui, ben ça, c'est la première étape. Normalement, tu devrais faire ça. Mais tu sais, tu vas te dire, il va m'annoncer une mauvaise nouvelle. Voilà. Mais non. Et si on allait prendre un café, Sophie? Eh oui. Et si on allait prendre un café? Et voilà. Plutôt que de s'écrire. Mais ça, c'est imprégné dans nous. Puis les jeunes, moi, c'est toujours aux jeunes que je pense. Parce que, bon, je suis encore jeune, t'es encore jeune, mais les plus jeunes, c'est terrible pour eux. Ils grandissent là-dedans de plus en plus. Là, il y a une étude australienne qui est sortie cette semaine. Ben, on apprend que plus on passe de temps devant un écran, bon, ça relève du gros bon sens, tu vas me dire, mais ça fait mal de le lire quand même et de voir que des chercheurs se sont penchés là-dessus. Plus on passe de temps devant un écran quand on est un jeune enfant, moins on développe rapidement notre langage, notre capacité à communiquer. Donc, des jeunes enfants qui passent leur journée devant des écrans, ils vont apprendre à parler moins vite, ils vont utiliser le vocabulaire qui est plus restreint. Et il faudrait qu'ils aient joué dehors. Et là, il y a toutes sortes de choses à faire devant un écran. Il y a des séries à regarder. Moi, j'ai un ami qui a un enfant, là, je ne vais pas le nommer, évidemment, mais il me dit que son enfant apprend l'anglais devant son écran. Là, j'ai dit, oui, mais il pourrait l'apprendre en voyageant avec vous, vous pourriez lui apprendre l'anglais. Non, mais c'est parfait, c'est pratique. Moi, je veux dire, j'ai fait mes affaires, puis lui, il apprend l'anglais. Puis, il pourra apprendre le mandarin, il pourra apprendre... Mais c'est toutes des situations qui on est buté à nous. On est juste devant nous à chaque fois, devant un écran, c'est notre propre reflet. Et des pannes comme ça, j'aimerais tellement ça que ça dure des fois 2 heures, 3 heures, 4 heures, une éternité. Ouais. Une éternité. Alors, je ne reviendrai pas sur une situation, mais je vais y revenir quand même. Tiens, pendant les vacances de Noël avec Richard, on est allé donc dans un tout inclus. Ouais. Et ça nous a frappé parce que chaque année, on va au même tout inclus. Et chaque année, le niveau sonore, quand on rentre dans la salle à manger, est de plus en plus bas. Parce que, mettons, on y allait il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu rentrais dans la salle à manger, papa, maman parlaient avec les enfants, puis les gens parlaient. Et là, c'est silencieux. Et pourquoi c'est silencieux, mon beau Rémi? Parce que t'as papa qui est là-dessus, t'as maman qui est là-dessus, t'as les enfants.
Et donc, au moment du repas, qui devrait être un moment de communion, qui va être un moment de partage, bien, ils sont tous là-dessus, ils mangent comme ça. Il n'y a pas un mot dans la salle à manger. Donc, ils sont peut-être pas sur Facebook, ils sont peut-être pas... C'est peut-être... Mais cette panne-là, si elle avait lieu, mettons, dans le temps des fêtes, pendant que les gens sont censés être en famille, les gens pourraient se dire « Hey, tiens, j'ai un enfant, je l'ai mis au monde, ce serait peut-être le temps que j'y parle. » Ben absolument, mais t'as raison. C'est fou, ça. Même dans les relations familiales, au moment du repas, pour moi, c'est sacro-saint, le moment du repas. Totalement. Ben, si c'est pas sain, le repas, qu'est-ce qui est sain? Il reste quoi, là, à la fin? Il reste plus rien. Puis t'as raison, le bruit. Parce que moi, je le remarque aussi, je vais dans des parties de famille avec des jeunes enfants, il y a de moins en moins de bruit dans la maison. Oui. Puis ça, c'est censé être un joyeux héritage là, de la technologie, parce que pour les parents qui sont fatigués, et Dieu sait qu'il y en a, ils vont nous dire, ben ça fait quand même... Un jour, Rémi, tu vas en avoir, tu vas comprendre. Ben oui, je veux bien, mais je veux dire, il faut lutter contre ça quand même. Hein? Je veux dire, sinon, ça s'appelle capituler, là. Capituler devant la technologie. Les enfants, c'est fait pour crier, hein, quand même. Puis des fois, il y a de la musique quand on porte attention. Ça, les enfants, c'est fait pour crier. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Parce que, tu sais, quand t'entends un enfant hurler... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je te promets que je vais te répéter la même chose le jour où je vais avoir des enfants. C'est une promesse. Et si tu n'en as pas, c'est bien correct aussi. Aucune pression. Mais pas plus tard que la semaine dernière, je suis allée au restaurant avec Richard. Mais un restaurant pour grands, là. On n'était pas au Saint-Hubert, là. C'était vraiment un restaurant... Et je peux te montrer la facture, c'était cher en torpinouche. Mais bon, bref, les gens à côté avaient décidé d'amener leur jeune enfant. Et ils ont passé la soirée. L'enfant était installé devant... Il y avait un espèce de gros iPad. Le iPad était plus gros que la face du petit. Le petit devait avoir, je sais pas, 3 ans, 4 ans. Une bonne image. Il a passé tout le repas comme ça. Ah ouais. Comme ça. À 2 pouces d'écran. Mais quelle communication t'as avec tes parents? Quelle communication t'as avec le monde autour? Normalement, un enfant de 3-4 ans est au restaurant, il regarde les autres, il voit « Ah, tiens, regarde, elle mange des tacos, lui fait ci, lui fait ça. » C'est ton éveil au monde. Mm-hmm. Ton éveil... Les odeurs, les couleurs, les textes... Je veux dire, ton monde se limite... Tu mets un écran, c'est le cas de le dire, un écran entre toi et le monde, entre toi et la beauté du monde. Ben, François Ricard, qui a écrit La Génération lyrique, absolument, a développé une théorie à laquelle j'adhère totalement. Il dit les baby boomers, quand ils ont eu des enfants, ils ont réalisé que ça voulait dire qu'à partir de ce moment-là, ils deviendraient des parents. Et ils ont refusé de devenir des parents. Donc, ils ont refusé d'éduquer leurs enfants. Très bien. Et les générations qui ont suivi, évidemment, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la même chose. Les générations suivantes n'ont pas voulu devenir des parents. Donc, dans ce refus d'éduquer, il y a une espèce de volonté qui est pas vraiment réaliste, qui s'appelle celle de vouloir éternellement être un enfant. Une forme de régression. Ouais. Très intéressant. Rémi Villemur, c'est pas pour rien que tu es étudiant au doctorat en sociologie. Merci beaucoup pour Vive les cette pannes, réflexion. Vive les pannes. Merci beaucoup, Rémi.